Europe. Europe 1. Voici la revue de presse avec Alice Darfeuille. Bonjour Alice. Bonjour François et bonjour à tous. À la une ce matin, la Syrie et la torture. C'est l'histoire d'un homme qui a tout dessiné pour ne rien oublier. Cet homme s'appelle Nadja Aboulkay. Il était professeur de dessin en Syrie, à Damas. Et pour avoir participé à des manifestations contre le régime au printemps 2011, il a passé plusieurs mois dans les prisons de Bachar el-Assad. Direction le centre 227. Nadja a survécu à cet enfer. Il a été libéré, notamment grâce à l'aide de sa femme qui a payé des sommes astronomiques pour le sortir de là. Aujourd'hui, le couple est réfugié en France. Ce matin, Libération lui donne la parole et publie ses dessins. On y découvre alors les différentes techniques de torture utilisées par les services de renseignement militaires, de la chaise allemande au coup de tuyaux de plomberie en cuivre et en plastique. L'horreur, racontée par un stylo noir et un trait fin, volontairement et sûrement pour ne pas leur donner d'humanité, eh bien aucun des hommes représentés sur ces dessins ne semble avoir de visage. Sur l'un d'entre eux, on découvre aussi des prisonniers transportant dans un camion les corps de leurs compagnons de cellule. Tous les soirs, raconte Nadja, vers 20h, un gardien s'approche de la cellule et crie « Il me faut 4 prisonniers et un drap ». Nadja est régulièrement réquisitionnée. C'était toujours la même chose. On sortait dans la cour, il y avait une camionnette où l'on ouvrait, on déchargeait les cadavres. Il y en avait une petite dizaine. À la Codemanie, et Luc Mathieu raconte, chaque cadavre a un numéro inscrit sur une bandelette scotchée sur le front ou écrit au feutre. Les corps viennent en fait d'autres centres de rétention. La force de ce papier, c'est qu'il décrit aussi en détail la bureaucratie de la mort mise en place par le régime syrien. Et il se trouve que depuis quelques semaines, d'où le choix sûrement de Libération de s'intéresser à ce sujet ce matin, eh bien le régime de Damas publie ses registres d'état civil pour les mettre à jour. Les familles ne sont pas prévenues, ce sont à elles de se rendre dans les mairies pour avoir la confirmation de la mort de leurs proches. Aucun corps n'est rendu, ni lieu d'inhumation indiqué, raconte l'article. Alors pourquoi diffuser les noms maintenant ? Eh bien les journalistes nous livrent 2 explications. La première, c'est qu'il y a tellement de morts qu'il est impossible de ne rien dire. La deuxième, c'est qu'en faisant cela, Bachar el-Assad envoie aussi un message aux Syriens. Le monde entier se fiche de vous, on peut vous donner les noms des morts, personne ne fera rien. Il faut reconnaître que les réactions internationales sont assez faibles. La question des détenus et des disparus sera évoquée lors des prochaines négociations de paix en Turquie. La Turquie, justement, dont la monnaie nationale connaît une chute vertigineuse. La livre turque a clôturé vendredi sur une chute de 14% et c'est à la une des Échos. Ce krach retentissant, comme l'écrit le quotidien économique, est la conséquence d'un bras de fer diplomatique qui se joue en ce moment entre Ankara et Washington autour du sort d'un pasteur américain jugé en Turquie pour terrorisme. Dernière provocation de Donald Trump, le doublement des tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium turc. Cette décision a sans aucun doute fait plonger la livre, mais une analyse revient beaucoup dans vos journaux ce matin, c'est que la fragilité de l'économie turque est loin d'être nouvelle. Courrier International parle par exemple d'une économie aux fondations bancales. Les capitaux étrangers ont afflué dans le pays, mais cet argent n'a pas été investi à bon escient. Il a servi à financer de grands projets de construction de plus en plus grandioses, mais donnant peu de solidité à l'économie. Pour le journal britannique The Independent, eh bien la confiance des investisseurs dans la Turquie est minée évidemment par cette crise diplomatique avec les États-Unis, mais aussi par une inflation de 15% et un déficit courant de 7% de son PIB, ce qui signifie en fait qu'elle dépend étroitement des financements étrangers. Alice Darfeuille, vous vouliez nous donner des nouvelles de Najat Vallaud-Belkacem, ça faisait longtemps. Bah oui, ça faisait longtemps. C'est vrai qu'on a peu entendu parler d'elle depuis son retrait de la vie politique. Ce matin, l'opinion nous raconte la nouvelle vie de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et son nouveau métier d'éditrice, en plus de ses fonctions au sein de l'institut de sondage Ipsos. Najat Vallaud-Belkacem a en effet été employée en tant que directrice de collection chez Fayard. Et cet automne, nous dit l'opinion, sera l'occasion de juger pour la première fois son travail, puisque sortiront à ce moment-là les 2 premiers ouvrages sélectionnés par l'ex-espoir du Parti socialiste. Eux ont décidé de se reconvertir en journalistes ou commentateurs de l'actualité et ils n'ont pas forcément fait le bon choix. Le Figaro revient ce matin sur le flop des politiques chroniqueurs à qui les médias avaient offert une chance de rebondir après une défaite aux législatives pour certains ou pour repousser un peu plus un départ à la retraite pour d'autres. Jean-Pierre Raffarin sur France 2, Thierry Solère sur LCI,
sur Henri Guénaud sur Radio Classique. Les exemples ne manquent pas et c'est vrai que souvent l'expérience a été de courte durée. Du coup, comme l'écrit Éric Pelletier dans cet article, par prudence ou non, aucune nouvelle personnalité politique n'a pour l'instant osé franchir le pas lors de ce mercato médiatique de l'été 2018. Lui n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite politique, enfin en tout cas c'est pas prévu. Ce matin, Laurent Wauquiez nous parle de son compagnon de 30 ans, Assad. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas un coming out du président Les Républicains. Non, Assad, c'est le nom de son cheval auquel il est très attaché et dont il nous parle donc ce matin dans ce premier numéro de la série estivale du Parisien consacré aux animaux des politiques. Fallait y penser quand même. Assad, donc, c'est l'histoire, nous raconte cet article, d'un pur sang de souche espagnole qui, à l'âge de 4 ans, a été recalé des courses à cause de son tempérament fougueux. Il n'aimait pas tellement qu'on le monte, mais un jour, raconte Laurent Wauquiez, je l'ai sorti. Il a essayé de se débarrasser de moi, mais je n'ai pas lâché, j'ai tenu le coup. Je me souviendrai toute ma vie de cette journée. À partir de là, je n'ai plus voulu le quitter. Laurent Wauquiez décide alors de l'acheter avec ses économies, à l'époque pour 7 000 francs. Mais quelle place occupe le pur sang dans ce quotidien très chargé du président Les Républicains? Eh bien, dès que je rentre chez moi au Puy-en-Velay, je vais le voir. Il m'est arrivé de faire de grands trajets juste pour passer 1 heure avec lui. Entre ces dents-là, c'est donc l'amour fou. Il est fougueux, énergique et très déterminé. Entendons-nous bien, on parle toujours du cheval Assad. Évidemment, et pas de Laurent Wauquiez. C'est lui qui l'a nommé Assad ou pas? Je crois qu'il s'appelait déjà Assad. Je crois que ce n'est pas lui qui a choisi ce prénom. Ça aurait pu paraître un petit peu, inopiné. Europe 1.